Fidèles téléspectateurs de la télévision du Burkina, bonsoir et bienvenue à cette émission au cœur des législatives. Parrainée par le Conseil supérieur de la communication, cette émission qui va durer 60 minutes est censée regrouper ce jour 7 partis et formations politiques et dont des regroupements d'indépendants, tous donc candidats aux élections législatives. Et sur ce plateau, nous aurions dû avoir le regroupement d'indépendants La Fraternité qui est absent. Le rassemblement des indépendants du Ouai également absent. Nous avons notamment le MDD, le Mouvement pour la démocratie et le développement, qui est représenté par M. Paul Yamiogo. Nous avons le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, représenté par M. Boureima Sawadogo. Le Parti pour la protection de l'environnement, conservation de la nature, est représenté par Mme Mariam Sidibé. L'Organisation pour la démocratie et le travail est représentée par M. Anatole Bonkungu et l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République est représentée par M. Clovis Konyan-Yandé Fidèle Ouedraogo. Bonsoir à tous. Et pour animer ce débat, je suis avec mon confrère Albert Nagreogo de Radio Omega. Bonsoir Albert. Bonsoir Peggy. Les réformes institutionnelles, donc un député, on va le rappeler, est un élu qui est à l'Assemblée nationale et qui participe au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement. D'abord, chers invités, quelles sont les réformes institutionnelles qui vont s'imposer à vous si vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Allez-y. Donc, monsieur du MDD. Merci, madame. Moi, j'ai la chance d'être député au CNT. Déjà, notre participation aux réformes a été éloquente. Je peux dire que ce qui m'a le plus intéressé, c'est la réforme du code électoral. Là, nous avons vaincu. Nous avons mené la bataille et nous avons vaincu. La seconde réforme qui m'a intéressé, le plus intéressé, c'est la réforme de la justice, l'indépendance de la justice. De façon globale, l'indépendance de nos institutions républicaines est l'élément clé qui va permettre à notre démocratie de prospérer. C'est pourquoi je le dis clairement, nous avons bataillé dur pour que la justice soit beaucoup plus indépendante. Le président du FASO ne sera plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais là, vous n'étiez pas MDD. Si, par exemple, le MDD est à l'Assemblée nationale qui va être, dont les élections vont aboutir le 29 novembre, quelles sont les réformes que vous allez porter s'il y en a? Ou bien, pour vous, ces deux réformes-là sont suffisantes? Je parle d'une réforme, il y en aura peut-être d'autres. Ça, c'est au niveau de la justice. Les réformes au niveau de... Je ne peux pas parler des réformes au niveau de la justice sans parler des réformes au niveau de l'exécutif. D'accord. Le président du FASO ne sera pas chargé de tellement de travail à ce point que cela nuit à la prospérité même de la démocratie dans notre pays. D'accord. Ça, c'est encore un point. Troisième point, moi je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le contrôle gouvernemental est essentiel à la prospérité de la démocratie dans notre pays. Le gouvernement doit être contrôlé à tous les niveaux, jusqu'au niveau de l'armée même. Et il faut que l'Assemblée nationale ait les outils nécessaires pour ce contrôle. D'accord. Oui, mais est-ce que, avant d'arriver au contrôle de l'action gouvernementale, nous parlons bien des réformes. Aujourd'hui, vous, une fois élu député, est-ce que dans la constitution burkinabé, il y a quelque chose qui va être votre combat? Vous allez vous battre pour que cette chose-là change. Qu'est-ce que vous allez faire exactement dans la constitution burkinabé? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur? Absolument, je l'ai déjà dit, l'indépendance des institutions républicaines. Très bien. Est-ce que c'est aussi, de votre avis, l'indépendance des institutions républicaines, Madame Sidibé, est-ce que c'est la première des réformes, selon vous, qui doit être faite? Je me dis que cette réforme doit être reprise.
Mais avec cela, est-ce que vous, par exemple, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quelles sont est-ce qu'il y a des réformes institutionnelles que vous allez prendre en compte, par exemple? Vous avez vu, peut-être vous avez pris connaissance du rapport de la Commission Réconciliation nationale et des réformes qui a, par exemple, fait des propositions. Est-ce que vous allez les appliquer une fois élu? Oui, une fois élu, je vais les appliquer. D'accord. Oui, on va passer peut-être à monsieur du RDS, monsieur Sawadogo. Oui, merci bien madame. D'abord, je me réjouis d'être ici en face des camarades, des camarades politiques avec lesquels nous avons lutté pendant une année pour que survienne l'insurrection. Et après l'insurrection, les partis appartenant à l'ancienne CFOP ont toujours continué, poursuivi le débat, la lutte, qui nous a résulté le refus, le rejet du peuple burkinabé contre le coup d'État de l'ex-RSP. Aujourd'hui, 16 novembre 2015, à cette heure-ci, moi je me réjouis d'être devant vous à la télévision nationale burkinabé pour exprimer à l'ensemble de la nation burkinabé, en tout cas les objectifs du RDS, du Rassemblement pour la démocratie et le socialisme. Je suis très content d'ailleurs d'avoir devant moi M. Narengo, que je suis toutes les nuits à Radio Omega, mais je ne savais pas comment le rencontrer, et cette fois-ci de façon officielle. En tout cas, je suis très content, je suis ravi de faire votre connaissance. Maintenant, s'agissant des réformes institutionnelles et juridiques qui doivent régir le Burkina Faso de l'après-insurrection, qui doivent régir le Burkina Faso de l'après les élections couplées du 29 novembre 2015, elles sont nombreuses. Parce qu'il faut éradiquer totalement le reste ou les restes, les séquelles de l'antidémocratisme du régime défunt. Par conséquent, toutes les institutions républicaines doivent être retoilettées. Elles doivent être retoilettées. Et moi, je suis très content des trois thèmes sur lesquels vous nous proposez les débats, ces réformes institutionnelles et juridiques, le contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement et le problème des impôts. C'est très très capital et ça intéresse l'ensemble du peuple burkinabé et ce sont les éléments qui doivent enraciner pour toujours la démocratie dans notre pays. Alors, quand vous parlez de toilettage au niveau des institutions, cela voudrait dire quoi? Ces institutions-là, il faut les mettre tous en cause. Est-ce que ce n'est pas des institutions aussi qui incarnent déjà les symboles démocratiques? Oui. Si nous prenons la Constitution du 2 juin 1991, c'est une Constitution, j'allais dire, qui s'est voulue républicaine. Mais dans l'application, ce n'est pas la République. C'est presque... on a parlé de la monarchisation. Hein? C'est exactement comme ça. Les textes peuvent être beaux, bons, mais l'application n'est pas ça. Par exemple, l'Assemblée nationale. Quand nous prenons ce qui s'est passé avant le 30 octobre, avant le vote de la loi, l'Assemblée nationale s'est carrément vidée de son âme. Ce n'est plus une institution républicaine. Alors, bientôt, on parle d'une nouvelle constitution. Pour vous, dans cette constitution, qu'est-ce que vous souhaiterez avoir? On dit que le pouvoir est concentré entre les mains d'un individu, le président. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois élu, qu'est-ce que vous allez proposer dans cette constitution? Merci, M. Narengo. Le camarade du MDD l'a déjà dit. Il n'est plus question que les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires et le quatrième pouvoir dont vous incarnez les forces soient liés à l'exécutif. Il n'est plus question.
Et effectivement, vous avez un thème ici, le contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement. Donc, ces trois pouvoirs-là doivent être carrément indépendants. Nous ne voulons plus de sanctions contre les journalistes qui suivent la déontologie. Non. Nous ne voulons plus une Assemblée nationale qui va être, comment dirais-je, muselée, qui va être mise en caserne, qui va être embrigadée, qui va être mise en prison pour voter des lois. D'accord. Alors, Monsieur Bonkungu, Anatole, donc, de l'Organisation pour la démocratie et le travail, est-ce que ce rééquilibrage des institutions-là sera votre première priorité une fois à l'Assemblée? Merci bien, madame. Je crois que mon frère l'a déjà dit, il y a des aspects auxquels il ne faut pas lésiner. Je vais dire quoi? Il y a déjà eu un travail de fait. Je peux déjà dire que au niveau de la CNT, il y a eu déjà un travail de fait. En ce qui concerne donc le code électoral et un certain nombre de lois qui ont été déjà prises. Je crois qu'une fois arrivé à l'Assemblée, il y a des parties auxquelles il faut véritablement mettre l'accent. Il parlait tantôt donc de la réforme, même d'une manière générale, je vais dire, le code électoral. Il y a déjà eu un travail de fait, mais notre constitution véritablement est, de mon point de vue, à revoir pour l'adapter à notre contexte actuel. Et quels sont, par exemple, les points qu'il faille revoir dans cette constitution qui n'est pas adaptée? Bon, les points qu'il faille revoir, on a parlé du cumul, je prends l'exemple, je dis donc ça a été déjà fait, du cumul de pouvoir concentré à un seul niveau, cela pose véritablement problème. Le contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement, nous avons pu suivre ce qui s'est passé. Si nous sommes arrivés à là, c'est parce qu'à certain niveau, le travail n'est pas véritablement fait. Si le travail est véritablement fait, je crois qu'on n'allait pas vivre cette situation. Anatole Bonkungu, est-ce que vous serez pour une constitution avec un régime présidentiel ou parlementaire? Bon, en tout cas, ce qui nous concerne, je crois que dans les deux aspects, le régime parlementaire, de notre point de vue, peut aussi permettre de faire vitalement un travail qui puisse amener en tout cas au sein un travail, encore plus de visibilité, je vais dire, et plus de liberté de mon point de vue. Donc vous allez lutter pour ça? Oui, nous allons agir dans ce sens. D'accord. Clovis Ouedraogo, et on rappelle que vous êtes là au nom de Agir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Agir aura des sujets à proposer en cas de révision de la Constitution? Naturellement. Et sur lesquels? Naturellement. Je vais d'abord vous remercier déjà pour l'opportunité que vous me faites déjà de pouvoir m'adresser à toute la population burkinabé. Il faut déjà dire que Agir a déjà inscrit dans son programme beaucoup de ces sujets que vous êtes en train de débattre aujourd'hui. Peut-être qu'on va dire que c'est des propositions par anticipation. Mais chez nous, la condition première, nous avions jugé qu'il était intéressant de revoir notre condition de vivre ensemble. Notre vivre ensemble également doit travailler à suivre des bases et doit travailler également à suivre des règles. Notamment, nous devons nous réconcilier, allant dans le sens de la vérité et de la justice. Nous devrons également amorcer notre base de développement qui va surtout passer par des réformes profondes économiques, qui va également aller dans le sens de la revue de certaines marges budgétaires, de certaines lignes d'impôts à proposer. Et également, dans ce carton-là, on ne va pas oublier la grande partie qui est celui de notre devoir moral. Et notre devoir moral, nous devrons rentrer dans la condition sociale où tout Burkinabé se veut libre, droit, en égo. Et dans cette optique-là, il est plus intéressant que nous travaillions à créer une base de redevabilité, que la nation entière se solidarise au regard de tous ses fils, à l'endroit de toutes les personnes demandeurs, pour que le Burkina puisse être uni, pour que le Burkina puisse être solide. Allant également dans le sens de l'abord des réformes institutionnelles et juridiques, il faut dire que chez nous également, la justice opte un pilier grandement particulier. On ne peut pas amorcer des bases de développement sans nécessairement respecter les conditions d'équité, sans nécessairement respecter les conditions de justice. Et actuellement, ces conditions ne sont pas respectées selon vous? Actuellement, nous sommes en train d'amorcer les phases de ce respect-là. Et qu'est-ce que vous, à l'Agir, vous ferez justement pour que cela aboutisse?
Déjà, la chose la plus concrète, c'est de travailler à réduire le pouvoir du président. Une seule personne ne peut pas travailler à cumuler en lui tout seul tout ce que vous savez. Et avec la réduction de ces pouvoirs, nous allons également travailler à aller dans le sens du respect des autres corps qui doivent concourir au respect de cette liberté-là, notamment l'Assemblée nationale, où chez nous, nous n'arrivons pas à concevoir l'expression qui est typique au Burkina, là où ça s'appelle mouvancier. Nous sommes des partis politiques. Je crois que nous avions des programmes. Je crois que chacun va à la défense de ses aspirations pour qu'ensemble nous puissions proposer des axes de développement, pour qu'ensemble nous puissions travailler à réguler, à contrôler l'action du gouvernement pour qu'on aille dans un sens global visant à satisfaire tous les fils et filles de Burkina. Alors, la Constitution également, qu'est-ce que vous allez proposer en ce qui concerne les chefs coutumiers traditionnels? Qu'est-ce que vous allez proposer? Déjà, de prime abord, il faut dire que la chefferie coutumière est dans le pouvoir. Ils sont dans le respect des choses traditionnelles, ils sont dans le respect des choses traditionnelles. Mais avec le jeu politique démocratique, surtout de la manière où la démocratie qui se veut libre en expression, qui se veut cohabitation et saine et sans imposition, nous allions proposer à ce qu'on installe ces chefs coutumiers-là de ce qu'on va appeler une haute sphère de décision, où nous allons travailler à les consulter. Pour leur immense expérience, nous allons travailler à les consulter parce qu'ils sont les garants de nos traditions. Donc il faut créer un organe consultatif pour les chefs coutumiers. Clairement. Ok. Alors, Madame Sidibé, votre parti est vraiment orienté pour la protection de l'environnement et la conservation de la nature. On imagine bien que peut-être vos propositions de loi, au-delà donc de toutes ces réformes-là, vont porter aussi sur la protection de l'environnement. Est-ce que vous avez peut-être des propositions déjà établies par rapport à cela? Ce que nous nous proposons ici, c'est de tout faire pour protéger l'environnement. Et je me dis, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, la faune, les arbres et les plantes. Mais est-ce que vous avez quelque chose de déjà prédéfini? Par exemple, vous allez, le feu de bois aujourd'hui, on parle de réduction de l'utilisation du bois de chauffe. Est-ce que, par exemple, vous avez des propositions par rapport à cela, de façon précise? Bon, c'est d'amener toute la population burkinabé, sensibiliser toute la population burkinabé à utiliser plus le gaz pour qu'on puisse conserver la nature. Vous êtes dans la phase de sensibilisation. Vous n'allez pas vous battre également pour qu'un texte soit adopté en la matière? Je le ferai. Si toutefois je suis élu, je le ferai. On est dans une nouvelle dynamique, l'exploitation minière, avec l'environnement également. Ils sont nombreux à se plaindre comme quoi l'exploitation minière ravage également l'environnement. À votre niveau, qu'est-ce que vous allez proposer une fois à l'Assemblée nationale? Alors, on va peut-être passer aux réformes juridiques dont quelques-uns ont abordé tantôt. Alors, je me tourne vers vous, donc, M. Yamiogo, par rapport aux réformes juridiques. Vous avez dit, vous êtes dans le CNT. Alors, et puis, donc, le gouvernement de la transition a entrepris des actions notables en matière de justice, notamment, entre autres, dans le dossier Thomas Sankara. Est-ce que ce dossier, par exemple, sera une priorité pour vous si le MDD est à l'Assemblée nationale? Absolument, pas seulement le dossier Thomas Sankara. Les crimes de sang qui ont été commis pendant ces 27 années du régime défunt, les familles attendent. Ils ont trop attendu. C'est parce que notre justice, justement, n'était pas indépendante, qu'elle ne pouvait pas s'auto-saisir de ces dossiers pendants, que les choses ont traîné jusqu'aujourd'hui. Et nous savons que si la justice est indépendante, véritablement indépendante, comme le législatif est indépendant par rapport à l'exécutif, moi je pense que ces dossiers-là trouveront solution. Et à l'avenir, moi je pense que c'est la justice qui doit s'auto-saisir des dossiers sans attendre que les familles qui parfois pendant les 27 années n'avaient même pas la possibilité d'aller déposer plainte parce qu'ils avaient peur. On a vu des avocats refuser de défendre certaines causes. Donc, moi, je pense que si je suis élu député à l'Assemblée nationale, le problème de la justice, là, il faut que nous la résolvions de toutes les 1000 manières. Voilà. D'accord. Alors moi, je vais poser une question à M. Yamiogo. Qu'est-ce que vous allez faire en ce qui concerne le code pénal? On sait que le code pénal est en révision, depuis longtemps on nous dit, jusqu'à présent rien de concret. Alors quand on suit les procès souvent, on nous dit que la peine n'est pas à la hauteur du forfait, on accuse le code pénal. Qu'est-ce que vous allez faire? Absolument.
qualité du code pénal dépend de la qualité de la Constitution. Ce que les représentants du peuple veulent pour l'Assemblée nationale, ce que l'Assemblée nationale veut pour notre peuple, c'est ça qui sera inscrit dans le code pénal. Il est évident que si je détourne 1 milliard de francs, et qu'on me dit de payer 1 million de francs ou 10 millions à l'État, il y a un problème. Il y a un problème. Si les caisses de l'État sont vides, c'est ça, c'est à cause de cela. Moi, je pense que les peines doivent être à la hauteur du crime commis, du détournement commis par X ou par Y. Moi, je pense que quand vous regardez, vous questionnez, vous êtes journaliste, vous questionnez la population, ils vont vous dire, mais c'est terrible, je ne citerai pas de nom. Des gens qui ont détourné, on leur dit de payer des broutilles. Cela n'est pas acceptable. Et pas seulement, je parle finance, quand il y a des viols d'enfants, etc. Est-ce que, par exemple, vous serez pour la peine de mort, puisque le débat fait rage actuellement? Vous êtes pour ou contre l'abolition de la peine de mort? Je suis pour l'abolition de la peine de mort. C'est un travail que nous avons commencé déjà sur le terrain, que notre parti a commencé sur le terrain. Nous avons pensé que cette loi allait être votée au niveau du CNT. Ça a été renvoyé. Mais je ne pense pas que la peine de mort résout foncièrement les problèmes de la criminalité. D'accord. Monsieur Sawadogo, qu'est-ce que vous allez proposer en ce qui concerne le code pénal? Merci. En tout cas, au niveau du RDS, l'action politique est avant tout sociale. La politique est faite par et pour les hommes. Par conséquent, toute action politique intéresse le présent et le futur de ceux qui l'amènent. Par conséquent, la vie en communauté a besoin d'être réglementée et suivie. Elle a besoin d'être régulée. Par conséquent, notre justice et les textes qui l'animent sont le reflet de ce que voudrait le régime. Or, on a toujours dit que chaque peuple mérite le régime qui le gouverne. Par conséquent, nous pensons au niveau du RDS que si nous sommes à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour voter des lois ridicules, ce n'est pas pour voter des lois en faveur de l'exécutif, non, c'est pour voter des lois en faveur du peuple. Par conséquent, celui qui aurait commis une faute, la sanction serait équivalente à la faute commise. Ça veut dire quoi? On sera dans le cas de la loi du talion Non, pas la loi du talion, dans la mesure où il y a un procès. L'accusé a toute sa liberté et toute sa latitude de défense. Maintenant, le code pénal dont on parle a des dispositions qui sont alignées par rapport à la peine par rapport à la faute. D'accord. C'est comme ça. Okay. Alors, on va passer à monsieur de l'ODT. Donc, au niveau de l'Organisation pour la démocratie et le travail, est-ce que cette question juridique-là, elle est au centre même de votre programme? Merci bien. Cette question juridique est au centre, en tout cas, de notre programme préoccupation, parce que vous conviendrez avec nous que lorsque vous avez, par exemple, des lois qui sont véritablement respectées, cela vous amène à éviter énormément de problèmes. Et que ça ne soit pas aussi des questions d'un poids, deux mesures. Vous allez vivre une situation où quelqu'un qui est peut-être moins nanti se retrouve au niveau de la justice avec des situations où les choses s'inversent par rapport à quelqu'un qui est nanti. En ce qui nous concerne, à l'ODT, nous avons tous ces aspects qui sont compilés dans un document. Et lorsque nous serons à l'Assemblée, nous allons faire des propositions pertinentes allant dans ce sens pour que, comme l'a si bien dit la faute commise
que véritablement on te sanctionne. Souvent, lorsqu'on sanctionne, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la personne, mais c'est aussi pour que ceux-là qui voudront un jour commettre ces actes, sachent qu'en fait c'est des actes répréhensibles et véritablement lorsque vous posez l'acte, vous allez sanctionner à la hauteur. Cela va nous éviter énormément beaucoup de problèmes. Nous avons vécu de par le passé, nous continuons à vivre des situations et nous estimons qu'il faut des lois qui répondent et que ces lois sont donc faites pour être appliquées. Alors, on n'avait pas posé cette question à Clovis de Agir. Est-ce que la peine de mort pour vous aujourd'hui, vous allez travailler à son abolition ou bien il faut garder la peine de mort? Pour moi, déjà, personnellement, je crois que la vie appartient à Dieu. C'est lui qui est déjà le Père créateur. C'est lui qui doit pouvoir disposer de la vie de tout humain sur la terre. Donc, pour ce qui est de son abolition, pour moi, personnellement, je suis partisan parce que j'estime qu'il a le dernier mot pour ce que nous avions commis de bien ou de mal. Donc, vous n'êtes pas pour la peine de mort? Je ne suis pas pour la peine de mort. Est-ce que le code pénal, vous avez des propositions à faire? Évidemment, mais déjà, je vais me permettre déjà de rebondir sur deux questions que vous aviez eu le temps de poser à d'autres confrères. C'est déjà pour dire qu'aujourd'hui, quand on fait la promotion de l'utilisation du gaz au détriment du feu de bois, au détriment du charbon, il faut déjà que chez nous, à l'Assemblée, nous travaillions à imposer la condition première, celui de la disponibilité déjà de la denrée. On ne peut pas aller vers une promotion, on ne peut pas aller vers une proposition énergétique tant que la chose n'est déjà pas disponible. Vous allez voir des millions de foyers qui traînent leurs bouteilles de gaz dans toute la ville à la recherche de ce denrée rare-là. Et aujourd'hui, on s'assoit pour dire qu'on fait la promotion de l'utilisation du gaz sans déjà travailler à mettre à la disposition de cette même population cette denrée utilisable. Donc chez nous, déjà, la maîtrise de l'énergie doit être capitale. Nous devrons travailler à avoir une politique énergétique beaucoup plus saine, visant déjà à créer une certaine autonomie. Aujourd'hui, quand vous regardez l'énergie solaire, quand vous regardez le courant, quand vous regardez les barrages à capacité hydroélectrique, ils sont déjà en capacité insuffisante. Parce que la centrale de Dapoya, la centrale de Komselga a été construite pour une population avoisinant 300-400 000 personnes. Ouagadougou est en train d'aller à une agglomération de plus de 2 millions d'habitants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est important qu'on commence déjà à adopter des lois visant à aller dans cette maîtrise de l'énergie-là pour que nous puissions amorcer véritablement l'essence de notre développement? Et si je dois revenir directement à votre question, chez nous, il est important à agir. Nous avions travaillé à proposer des multitudes de réformes. Le code pénal, aujourd'hui, il est déphasé aux réalités du Burkina et du reste du monde. Vous allez voir des lois qui sont limitatifs dans le temps surtout. Aujourd'hui, il y a des crimes tels que le djihadisme, tels que peut-être, je ne sais pas, les crimes sectaires ou les crimes religieux qui sont figurés à nulle part. Comment les traiter, comment les juger? Il est important pour nous déjà que nous travaillions à adapter cette condition d'évolution de la vie des hommes. C'est pour ça, dans le code pénal, en plus de le refonder, nous allons ajouter une clause qui permet déjà d'intégrer ces facteurs nouvelles-là, d'intégrer ces valeurs nouvelles, allant dans le sens, bien sûr, de l'équité et de la justice pour tous. Mais, code pénal, d'accord. Aujourd'hui, la MACO est surplombée. La gendarmerie est surplombée. Les gardes à vue de la police sont surplombés. Allons dans le sens de la proposition d'infrastructure, à même d'accueillir déjà chaque criminel à la hauteur de son rang. On ne peut pas mélanger des voleurs de poulet avec des gens qui ont égorgé 10 000 personnes. Le voleur de poulet, quand il sort, il sera peut-être pire que celui qui a égorgé les 10 000 personnes. Adaptons l'infrastructure, adaptons la formation des gardes pénitentiaires, adaptons déjà la formation des juristes qui travaillent à promulguer la peine pour tout un chacun. Nous allons travailler déjà à créer une nation plus juste et plus équitable pour tout le monde. C'est la proposition de Agir si toutefois nous sommes à l'Assemblée. Ok, alors nous allons passer à la question des impôts. Qui, selon vous, doit payer les impôts au Burkina Faso? Nous allons peut-être commencer par Mme Sidibé. Tous les Burkinabés. Est-ce que, M. Yamiogo, le CNT a produit un rapport tout de suite et ce rapport-là, on dit qu'il y a fraude fiscale. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'on évite à l'avenir ces cas de fraude fiscale? Merci pour cette question. Moi, je pense que les impôts ont souvent été épinglés et les rapports commis par le CNT disent qu'en fait, ce sont les agents des impôts qui ne font pas leur travail. Quand vous recevez un chèque, au lieu de traiter le chèque, vous attendez un an après pour le traiter, ça pose problème. Les caisses de l'État sont vides. On a besoin d'argent pour pouvoir
faire prospérer le pays. Construire des écoles, des dispensaires, des maternités, développer véritablement le pays. Il faut de l'argent dans les caisses de l'État. Et chaque citoyen doit payer l'impôt, doit payer les taxes. Le travail qui a été fait au CNT concerne des chèques qui ont été déposés et qui n'ont pas pu être touchés, qui ne sont pas véritablement entrés dans les caisses de l'État. Mais il y a aussi, imaginez-vous 3 gaillards qui se lèvent le matin avec leur pelle, leur pioche, qui vont chercher du boulot. Ils vont travailler 2 jours à confectionner des briques ou à travailler sur un chantier et on refuse de les payer. Ça aussi, ça existe. Ça aussi, ça existe. Comment vous voulez que ces jeunes-là prospèrent? Comment vous voulez qu'ils vivent? De quoi vous voulez que ces gens-là vivent? Comment voulez-vous que ces jeunes entrepreneurs qui travaillent, à qui on doit payer de l'argent et qui ne reçoivent pas cet argent, comment voulez-vous qu'ils paient les taxes, les impôts à l'État? Voilà autant de problèmes. Moi, je pense que le CNT a fait un travail formidable, a ouvert les yeux des populations sur le problème des fraudes fiscales, mais il faut que le gouvernement aujourd'hui, il ne faut pas attendre l'après-élection, et surtout après les élections. Si nous sommes à l'Assemblée nationale, nous allons ramener cette histoire-là, ce problème-là sur la table, et nous allons nous battre pour que même les petites entreprises à qui on refuse de payer leur dû soient payées à la hauteur du travail accompli. Quel mécanisme, selon vous, mettre en place pour le respect du paiement de ces impôts-là? Merci madame. En fait, il n'y a pas une baguette magique. Il n'y a que de respecter les textes. Et le respect des textes doit commencer d'abord par celui-là même qui les a produits. C'est-à-dire, nous, les hommes politiques, nous, ce qu'on dirait les décideurs, c'est nous-mêmes qui devons appliquer les propres textes que nous votons, les propres textes que nous produisons. Par conséquent, au niveau des impôts, c'est l'État d'abord, les premiers acteurs de l'État qui doivent commencer à donner le bon exemple. Et en tout cas au RDS, il n'est pas question qu'un député, un ministre, soit-il le chef de l'État, se trouve un carcan derrière lequel il n'est pas sanctionné par la fraude fiscale, par exemple. Donc, tout citoyen doit payer les impôts, à commencer par les responsables. Est-ce que vous pensez que les textes aujourd'hui comportent des insuffisances ou ces textes-là sont bons? Il peut y avoir des textes qui comportent des insuffisances, mais en tout cas, la majorité ne comporte pas des insuffisances. C'est leur application qui souffre. Et s'il y a des insuffisances, en tout cas, le RDS, et je suis sûr que le RDS il sera à l'Assemblée, les représentants du peuple par la bannière du RDS défendront justement bec et ongle ces textes-là pour leur toilettage et leur application effective. Parce que si les citoyens ne payent pas les impôts, comme l'a dit mon prédécesseur, ça ne va pas. Est-ce que, M. Bonkongo, pour vous, les textes aujourd'hui comportent des insuffisances? Merci. En tout cas, de notre point de vue, au niveau de l'ODT, il faut une vraie réforme du code des impôts. Aujourd'hui, vous allez constater, vous avez par exemple, ça se vit. Vous avez par exemple les étudiants, des élèves, les jeunes qui sont là sans emploi. C'est vrai que payer l'impôt est un devoir citoyen. Ils doivent le faire. Mais il y a un travail à faire. Aujourd'hui, vous constaterez que là où on fait la pression pour récupérer l'impôt, c'est généralement ceux qu'on dit vulgairement qui ne sont pas à même de faire bouger. Et que ce soit au niveau des investisseurs, on ouvre la porte pour dire effectivement il faut favoriser en fait l'investissement, ce qui est normal. Mais
lorsque vous constatez le paiement des impôts, à ce niveau, vitalement, ça ne suit pas. Et qu'est-ce que vous allez mettre dedans dans ce test? Qu'est-ce que vous allez demander? Non, ce qu'il faut demander, c'est que chacun doit payer l'impôt à la hauteur, en fait, de ses revenus. Et je crois qu'à ce niveau, c'est fondamental. Que d'aller demander à un, je ne sais pas moi, à un simple soudeur ou un vendeur de cigarettes, c'est vrai, il doit payer. Mais c'est généralement ces personnes-là qu'on tracte en longueur de journée. Alors que nous avons des industriels ici qui ne font pas le travail à la hauteur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le système de fraude fiscale et tout ce que nous connaissons. Et je crois qu'à ce niveau, avec la bénédiction, bien sûr, des hommes politiques le plus souvent. D'accord. Alors, Monsieur Ouedraogo de l'AG, est-ce que le code minier tel qu'il a été voté dernièrement, proposé donc par le CNT, est-ce que cette question de l'impôt là est ressortie? Est-ce que ça satisfait au niveau de l'AG? Personnellement, je suis géologue de formation. Et je crois que nous avions eu des travaux en préliminaire pour ce qui devrait aboutir à la proposition de loi là. Mais il faut dire déjà que la loi elle a été adoptée, même si à l'intérieur elle a des insuffisances, nous allions travailler déjà à réguler tous ces différents aspects. Et pour ce qui est également des questions des impôts, moi je pense qu'aujourd'hui le débat, il peut être recadré autrement. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne, toutes les machines sont déjà en marche. Vous voyez des multinationaux, vous avez des parrains, des gourous qui supervisent ou qui subventionnent beaucoup de partis à hauteur de millions, à hauteur de milliards. Quelle est la récompense? Quel est le trophée de guerre? De par le passé, voici des gens qui sont exonérés de toute taxe parce qu'ils ont donné un carton de t-shirt ou parce qu'ils ont donné juste 10 000 camions ou 10 000 véhicules pour qu'un tel X, Y fasse sa campagne. Est-ce que sur cette campagne-là, vous voulez dire que ça Mais a il été? est clairement défini, chère madame. Les moyens du Burkina, nous les connaissons. Je crois que les banques peuvent faire sortir des relevés de tous les candidats. Allons dans le sens du respect de la loi, entrant dans le sens du financement des partis politiques. Vous verrez qu'aujourd'hui, ce qui est sur le terrain ne sort pas beaucoup des états-majors des partis. Qui les soutient? Qui les subventionne? Et à quel prix? Quelle sera la récompense après l'élection? Si on a fini de d'élucider cette question, vous allez voir que la fraude fiscale en elle-même va se réduire. Aujourd'hui, j'en viens. Je suis citoyen, j'ai des droits, j'ai des devoirs. Par conséquent, je dois payer mes impôts. Mon commerçant à Bomboroki doit payer ses impôts. Mais nous sommes dans une dynamique où les plus forts sont à la limite exonérés parce qu'ils sont bénis de Dieu. Pourquoi? Nous sommes tous citoyens, libres en droit et en égaux. Aussi vrai que le commerçant de Nabiyare doit payer ses impôts, je crois que LHXY doit également entrer dans cette dynamique. Nous avions un problème de fond, nous avions surtout le culte de la personnalité au Burkina. La police au bord de la voie arrête un monsieur parce qu'il est vesté, il roule en V8, monsieur circulez. Moi, je roule avec ma Kamiko, ma P50. C'est moi, je suis en déphasage avec la loi, c'est moi, je dois payer. Par conséquent, il faut d'abord travailler à inculquer aux percepteurs, aux personnes qui doivent réguler l'activité économique et aux personnes qui doivent rentrer dans la dynamique du recouvrement de l'impôt, que tout citoyen demeure libre en droit. Et nous sommes également. Alors, on va avancer parce qu'il y a suffisamment de questions qui restent encore à poser. Vous avez déjà parlé du code minier. On dit le code minier aujourd'hui, il faut 1% également des chiffres des affaires pour le développement au niveau local. Est-ce que ce code minier-là est à remettre en cause ou bien il est bon, les 1%? Il est déjà à revoir. Il est déjà à revoir parce que moi, à ma qualité de géologue, je sais déjà quel est l'investissement d'une mine. Je sais également quelle est la marge bénéficiaire d'une mine. Je sais également quelles sont les conséquences de l'après-mine. Aujourd'hui, nous avions des mines qui sont en fin de projet. Ces fins de projet-là, ils ont embauché des géologues, ils ont embauché des ouvriers, ils ont embauché des manutensiers pour 7 ans. Après ces 7 ans, qu'est-ce qu'on fait? Vous saviez, aujourd'hui au Burkina, le Burkinabé même est d'abord contre lui-même. Le Burkinabé est contre son frère. Je ne suis pas dans une politique de nationalisation, mais rester dans une dynamique, en ma qualité de géologue, comparativement à un géologue expatrié de nationalité X ou Y, à même diplôme, à même compétence, à salaire différent. Parce qu'on travaille à fixer le salaire du Burkinabé sur l'échelle du géologue, de la marge moyenne burkinabé. Alors que les mines, ça se paye en euros, ça se paye en dollars. Nous sommes dans un secteur d'activité limitatif. En payant 500 000 ou 1 million à un géologue, on lui paye avec tous ses ayants droit. Au bout de 7 ans, si la mine ferme, tu as pu t'en sortir. Tant mieux. Tu n'as pas pu t'en sortir. Tant mieux. Parce que chacun devient artisan de sa propre réussite. C'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, au Burkina, nous devons travailler à avoir un regard beaucoup plus international. Si le CFA s'évalue en dollars,
payez les Burkinabés en dollars. Ne les convertissez pas au salaire du CFA. Madame Sidibé, qu'est-ce que vous allez faire dans le cadre de la corruption, lutte contre la corruption? Déjà des textes adoptés au CNT, on en a vu. Et puis, on a vu également l'ASE qui porte désormais, en tout cas, la griffe aussi de la lutte contre la corruption. Le RENLAC ne cesse de publier ses rapports. Est-ce que pour vous, ces textes-là suffisent ou il y a quelque chose qu'il faut encore faire? Est-ce qu'il y a lieu d'améliorer encore ces textes? Bon, ces textes suffisent. Il suffit de les mettre en pratique. Parce que s'il faut voter un texte et ne pas le respecter, je pense que en ce moment, ça ne va pas servir. Donc, on va passer la parole à votre voix. Allez-y, M. Yamego. Donc, par rapport donc, à la lutte contre la corruption, là, est-ce que le travail qui est déjà fait suffit à lui-même ou bien quelles sont les autres actions qu'il faille faire au niveau de l'Assemblée nationale? Alors, le rôle de l'Assemblée nationale est de voter des lois, de consentir l'impôt et le contrôle de l'action gouvernementale. Vous voyez, quand on parle de corruption, on connaît les corrupteurs. Est-ce que les lois sont appliquées? Les lois ne sont pas appliquées. Souvent, les corrupteurs, là, c'est ceux-là même qui gouvernent le pays qui sont les corrupteurs. Les premiers. Et quand on sait qu'il y a corruption... Peut-être le Parlement, peut-être. Comment? Le Parlement aussi, il est parmi ceux qui dirigent le pays. Oui, il se peut que au sein du Parlement, il y ait des gens qui sont des corrompus ou des corrupteurs. Et là, est-ce que ça ne va pas être difficile maintenant de gérer cette question de la corruption? Non, il y a des lois. Les lois existent. Appliquons ces lois-là. Le gouvernement est là. La gendarmerie est là. La police est là. Qu'ils fassent leur travail. Vous savez, il y a des pays où... oui, le problème, c'est que la population n'est pas satisfaite souvent. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui est corrompu, après un procès, c'est comme on le disait, le problème du code pénal aujourd'hui. Est-ce que le moyen, vous allez travailler, adopter des textes qui vont être encore plus rigides vis-à-vis de la lutte contre la corruption, ou qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons de bons textes. Le problème du Burkina Faso, c'est l'applicabilité des textes. Est-ce que ceux qui gouvernent, l'exécutif, est capable de sanctionner un ministre du gouvernement, de le faire juger et de le faire juger, ou bien, et je reviens dans le giron des problèmes de la justice, si la justice est indépendante, si la justice demande que le ministre X ou Y soit envoyé devant un tribunal, ce sera fait. Parce que l'exécutif ne peut pas refuser. D'accord. Voilà. OK. Alors, Monsieur Sawadogo, est-ce que, par exemple, pour contrôler, Monsieur Yamego l'a dit tantôt, il faut contrôler les premiers dirigeants. Est-ce que, par exemple, au niveau du RDS, le salaire de l'exécutif, mais aussi des députés, sera clairement défini, en parlant aussi du président et du Premier ministre, entre autres? Vous dites, je n'ai pas entendu. Est-ce que, par exemple, la population peut savoir combien touche un ministre exactement, combien touche un député, et puis pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir donc lutter contre la corruption, puisque M. Yamego parlait tantôt donc des premiers corrompus qui sont forcément les gouvernés. Très bien, merci madame. En réalité, ça ne devrait pas être un secret. Dans la mesure où le député est le représentant du peuple. Et j'avais dit tantôt que toute politique est avant tout sociale. La politique, l'action politique place l'homme au centre. Il est à la fois l'alpha et l'oméga. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de secret au niveau du salaire du président de la République, au niveau du salaire du ministre, au niveau du salaire du directeur général, au niveau du salaire du député. Et le peuple qui a mandaté le député, qui est en fait le contrôleur du président, du ministre, donc de l'exécutif, le peuple doit savoir, en fait, celui que j'ai mandaté là, celui auquel j'ai donné mon mandat pour me représenter au niveau de la législature, combien il gagne.
Le peuple a le droit d'en savoir. Celui qui est nommé ministre, ce n'est pas le peuple qui l'a voté. À un moment donné, on a jugé ses compétences capables d'occuper tel poste et de mettre en exécution un programme. Combien le peuple doit savoir, puisqu'il travaille pour le peuple. Voilà notre point de vue. Okay. Est-ce qu'au début de votre mandat déjà, vous allez exiger que les textes de l'Assemblée nationale soient revus? Parce que vous parlez tout de suite, c'est bien. On a vu le CNT au départ avec ces sommes à la fin du mois qui a suscité beaucoup de polémiques. Est-ce que vous allez demander d'abord travailler à ce qu'on change les textes pour ne pas que le député également soit dans les conditions comme sous le règne comparé, où on disait que les députés prennent beaucoup de salaire, ils ont beaucoup d'avantages? Il va sans dire que l'Assemblée qui serait issue des élections du 29 novembre ne peut pas être comme celle passée. J'avais dit tout de suite dans la première tranche des débats que l'Assemblée obligatoirement va cesser d'être une caisse de résonance. L'Assemblée va exiger la reddition des comptes. Hein? Le Premier ministre, il aura le devoir de s'expliquer à un moment donné de son mandat, peut-être 2 fois par an ou 1 fois par an, quel est le suivi qu'il fait de son exécution. Oui, ça c'est déjà un acquis. On sait très bien que c'est dans les textes. Peut-être, monsieur, on est pris par le temps un peu. Oui, Est-ce que, monsieur Bonkungu, vous allez demander à ce qu'on revoie les avantages, les prérogatives des députés? Oui, ça il faut revoir. Hein. Ça il faut revoir. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous partez pour représenter le peuple, vous devez être en fait à l'image même de cette population. Vous allez, on a tout suivi. On arpente les artères, on crie le burkindi, mais en réalité, ça ne semble pas être ça. Je crois que quand on crie le burkindi, il faut véritablement l'être. Pas par la pièce d'identité, mais par les actes qu'on pose, par ce qu'on fait, pour être au finish jugé par cette population qui vous a mandaté. Voyez-vous, si aujourd'hui, pour se faire élire, il faut débourser de grosses sommes, ne demandez pas à ces personnes-là de vous rendre compte. À la limite, c'est comme s'ils avaient payé votre conscience. Mais lorsqu'un citoyen dit, nous sommes d'accord avec votre programme, votre façon de voir, on vous mandate à l'Assemblée, il n'y a pas de gêne qu'on sache combien on vous rétribue par la suite, combien vous recevez comme traitement. Vous avez parlé tantôt de la corruption. Pour moi et à l'ODT, pour nous, c'est une question de morale. Une question de morale. Une question de morale, quel qu'en soit ce qu'on vous donne. Si aujourd'hui, la question de la corruption, au plus haut niveau, on démontre qu'en fait, être burkinabé, ce n'est pas s'enrichir à tout prix. Je crois qu'au niveau de la base et au niveau de tous les échelons, il n'y aura pas de problème. Mais facilement, c'est une course effrénée de l'enrichissement. Tout naturellement, on ne peut pas ne pas vivre ce genre de situation. Alors, Monsieur Ouedraogo, donc de l'Alliance des jeunes, alors les jeunes, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui au niveau de l'AG à vous sacrifier pour le peuple qui vous élira à la représentation nationale, notamment en acceptant de revoir les émoluments des députés à la baisse? Merci encore. C'est avec un sourire que je vous répète. Nous sommes déjà dans cette dynamique-là. Nous sommes à l'image de cette population en majorité jeune. Nous sommes encore au reflet de cette même population qui aspire à un vrai changement. Nous serons encore aux écoutes et au chevet de cette même population qui travaille à créer les bases de son propre développement. Pour votre question antérieure, moi je crois que le problème ne réside pas dans le salaire des députés. Le problème plutôt va se trouver au niveau des avantages, au niveau des pauses café, au niveau des séminaires. Le salaire est fixe, tout le monde connaît le salaire. Mais vous allez voir, dans un mois, il est à Bomborokui, il est en Falangunto, il est à quoi? Tellement de séminaires, tellement de per diem, qu'au final, ces per diem cumulés même dépassent son salaire. Il a été voté pour quoi? Je pense que ce n'est pas en assistant des millions de séminaires pour être spectateur par endroit qui va travailler déjà à rentrer dans la peau de la population burkinabé, à même de proposer des lois qui puissent lui faire sortir de sa léthargie. Et également, quand vous regardez la liste électorale au Burkina, les députés sont votés par province. Ces provinces-là, actuellement tout le monde est en province, parce que chacun va à la conquête de son électorat. Le 31, à partir du 2-5 décembre, vous allez voir tout le monde qui vont piluler les rues de Ouaga avec leur 4x4. Mais entre nous,
tu as été voté à Bomborokui, tu passes 10 000 temps de séjour à Ouagaka à Bomborokui. Comment tu peux être dans la peau de cette même population, à même de pouvoir comprendre leurs aspirations? Si les listes ont été faites par région, par province, travaillez, nous, camarades députés, travailler à être plus dans ces mêmes populations-là, pour vivre, ressentir leurs difficultés, comprendre leurs aspirations, à même de pouvoir proposer. Clovis, c'est dommage, c'est intéressant, on n'a pas suffisamment de temps. Sinon, il y a les maires qui sont aussi dans le cas, des maires qu'on ne retrouve plus, pas du tout quand ils sont élus, une fois élus. Alors, Madame Sidibé, la question également, c'est de savoir, aujourd'hui, on va passer à ce sujet, l'homosexualité intéresse beaucoup dans la sphère politique burkinabé. Il y a des gens qui rejettent catégoriquement l'homosexualité, je ne veux même pas entendre parler. Est-ce que vous serez d'accord aujourd'hui pour une proposition de loi à l'Assemblée nationale en faveur de ces homosexuels? Ou bien pour les réprimer, soit pour protéger, oui. si je comprends bien, les personnes homosexuelles, ou bien les réprimer. Dans quel camp vous situez-vous, si on peut parler ainsi de camp? Je pense qu'il faut les réprimer. Il faut réprimer. Vous n'êtes pas pour éventuellement une loi en faveur des homosexuels. D'accord. Alors, M. Yamego, est-ce qu'au CNT déjà, vous qui êtes député CNT, est-ce que vous avez parlé de ça? Est-ce que vous allez en faire également votre combat une fois élu député? Non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Ce n'est pas l'élément essentiel du développement économique et social de notre pays. Ce n'est pas une question essentielle pour que nos populations paysannes dans nos provinces puissent prospérer. C'est une goutte dans la mer. Gêne, peut-être. Cette question ne me gêne pas. Elle ne me gêne pas parce que la sexualité de chacun vit sa sexualité. Est-ce que vous pouvez savoir si je suis homosexuel ou pas? Vous serez contre toute loi, toute proposition de loi en faveur des homosexuels? Pour réprimer? Oui. Non, je ne pense pas que la répression peut empêcher quelqu'un d'être homosexuel. Voilà. C'est un peu comme les condamnations à mort. C'est exactement le même problème. Monsieur Sawadogo, votre avis sur la question? Merci. La question est très délicate. Mais moi, d'office, je serai pour la répression. La forme de la répression, maintenant, dépendra de ce que contient le texte légal. Vous êtes pour la répression parce que c'est quelque chose qui est inadmissible au Burkina, ou bien c'est par conviction personnelle ou autre? Au RDS, notre idéologie économique, c'est l'endogénie. C'est le développement endogène. C'est-à-dire à partir de nos propres réalités, à partir de nos propres forces, à partir de ce que nous possédons nous-mêmes d'abord, c'est-à-dire matériel et culturel. Le peuple africain, d'une manière générale, et burkinabé en particulier, en tout cas, dans l'histoire, nous ne connaissons pas l'homosexualité. C'est une attitude sociale qui, de mon point de vue, est importée dans nos sociétés, dans nos cultures. Par conséquent, le respect, le burkinlum, comme on le dit au Burkina Faso, l'intégrité, ça concerne d'abord la culture, le moi. Maintenant, notre civilisation ne connaît pas l'homosexualité. Donc il n'y a pas question qu'à l'Assemblée nationale, un jour, vous votez pour une loi favorable aux homosexuels. Si je suis battu, je vais subir, sinon je voterai contre. Ok. Alors on va passer très rapidement à M. Bonkongo. Il nous reste juste quelques minutes. M. Bonkongo, est-ce que vous en faites une priorité aussi? L'homosexualité, c'est un droit humain quand même. On en parle, des ONG de défense des droits humains défendent. Il faut éviter de maltraiter ou en tout cas de réprimer les homosexuels, de stigmatiser les homosexuels. Est-ce que vous avez une vision par rapport à cela? En tout cas, à ce niveau, notre position est catégorique. Je commence par ma modeste personne. Cette question de l'homosexualité, ça ne nous ressemble pas. C'est contraire à nos mœurs. Et si à l'Assemblée, cette loi est à voter, ma position est claire, l'homosexualité contre. Très bien. Est-ce que vous êtes du même avis, M. Ouedraogo? Personnellement,
Chez nous, à Alger, nous travaillons déjà à proposer des réformes structurelles. Aujourd'hui, au Burkina, quand quelque chose ne va pas, on se rend compte qu'on est immédiatement réactionnaire. Nous sommes conjoncturels. Le problème de l'homosexualité, personnellement, je suis contre. Mais il est important également que nous travaillions à l'épiloguer dans tout son sens. Voici un mal qui est en train de grandir, voici un mal qui est en train de prendre de l'ampleur. Est-ce qu'il n'est pas important de travailler déjà à le circonscrire? Est-ce qu'il n'est pas important de travailler déjà à le débattre sur toutes ces différentes formes-là pour pouvoir mieux le maîtriser, pour pouvoir mieux le contrôler? C'est pour ça que nous rentrons dans une proposition structurelle. Nous serons élus pour 5 ans. Le problème de l'homosexualité va être discuté pour qu'au bout de ces 5 ans, nous puissions en tirer la conséquence, nous puissions en tirer toute la conclusion nette. Mais personnellement, je juge que c'est anti-nature, elle est anti-Clovis Fidel Ouedraogo, elle est contre mes aspirations. Et également, ce qui me dérange dans ce projet de l'homosexualité, je peux comprendre que chacun ait ses envies, chacun ait ses ébats, chacun ait sa vision sexuelle. Mais je ne peux pas concevoir que des gens décident d'aller dans l'homosexualité et ils veulent bien adopter des enfants. Quand on parle de la théorie évolutionniste, quand on parle de la théorie divine où c'est l'homme qui a créé, et que c'est Dieu qui a créé l'homme, ou de la théorie évolutionniste, là où l'homme a été créé par une multitude de processus à travers le singe jusqu'à notre condition d'homme humain. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de même sexe féconder ou autre chose pour créer de la progéniture, pour créer de la relève. Donc pour moi, on peut discuter amplement sur la question de l'homosexualité, mais il n'est pas question qu'on puisse aller dans l'adoption d'enfants, parce que moi, mon enfant ne serait pas éduqué dans une famille homosexuelle. Pour qu'il en tire quoi? Surtout que là, on n'est même pas encore dans ce débat-là, on est juste... Merci beaucoup. Alors, on va pour refermer peut-être, si Peggy me permet. Moi, je vais poser cette question. C'est le Conseil constitutionnel. Beaucoup disent que le Conseil constitutionnel également est à revoir. On a vu tout récemment la caution de 25 millions pour être candidat. Certains ont critiqué cela. Il y a d'autres qui disent que le Burkinabé ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. Il y a bien des gens qui sont prédéfinis également par la loi. Il y a ceux également, le Conseil constitutionnel aussi avait affirmé qu'il n'a pas forcément le pouvoir de s'auto-saisir en ce qui concerne l'inéligibilité de certains candidats qui auraient soutenu la modification de l'article 37 de la Constitution. Alors, est-ce qu'à l'ODT, vous prévoyez des réformes en ce qui concerne le Conseil constitutionnel? En un mot, en une phrase pour que tout le monde puisse parler, parce que là, on est arrivé au terme. Oui, à l'ODT, nous envisageons en tout cas des réformes, parce qu'il faut que ça s'adapte au contexte, en tout cas aux réalités, pour permettre vitalement d'aller dans le sens de la paix sociale, de l'apaisement, l'implication. En tout cas, c'est notre position comme ça. Monsieur Savadou? Oui, c'est encore les réformes, comment dirais-je, institutionnelles et juridiques. Hein? Il faut que... c'est une refondation. Par conséquent, c'est à revoir. D'accord, très bien. Alors, Madame Sidibé, votre avis? Monsieur du RDS, qu'il faut réformer et revoir les tests. Très bien. Alors, Monsieur Clovis, très rapidement. Moi, j'estime qu'on peut encore mieux faire. La base, en tout cas, était déjà solidement fixée. Nous sommes déjà dans la dynamique nouvelle, là où toute la population va être méritée en droit et libre pour ce qui est de ses aspirations. Pour nous également, le volet du Conseil constitutionnel doit être le porte-étendard de notre justice. Il doit à la fois réguler, il doit à la fois contrôler, il doit à la fois être l'effet miroir de ce que nous voulons de notre justice. Par conséquent, nous devrons travailler, aller dans une dynamique nouvelle où les bases qui ont été déjà fixées doivent être encore mieux consolidées pour ceux qui sont encore embryonnaires, refondées pour qu'elles soient encore plus excellentes. Et M. Yameko, deux mots de la fin? Pour consolider l'indépendance de la justice, c'est le seul élément où il faut agir. C'est-à-dire que la majorité des membres du Conseil constitutionnel devront être élus par les magistrats eux-mêmes. Très bien. Merci beaucoup. Merci Albert. Merci à tous d'avoir été sur ce plateau. Nous arrivons donc au terme du temps imparti pour ce débat au cœur des législatives. Une émission, je rappelle, est parrainée par le Conseil supérieur de la communication dans le souci d'offrir aux candidats un égal accès à la parole sur les médias publics. Albert Nagrego et moi-même vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre débat. Bonne soirée sur la télévision du Burkina. Qu'il y a quelqu'un au-dessous de toi, même si tu n'es pas beau. Dis bien toi qu'un jour tu seras le plus beau. Tout le monde n'a qu'à se lever. Oh Jessica, son balangaï, tu
que je m'enjaille. Marchons-nous bien, laisse tomber là, laisse tomber ce système et qu'on s'en aille. Yeah, man. Arias. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même si on n'a pas d'argent, je suis fier d'être de ce beau pays. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même s'il est coma, pour moi il n'y a pas